Aujourd'hui, nous allons commencer un chapitre qui va traiter des ondes et de leur propagation. Alors, ce chapitre sera complété par un deuxième qui concernera les ondes stationnaires, qui sont un type d'onde un peu différent. Alors, si l'on doit commencer ce chapitre, eh bien, ça serait de dire déjà qu'est-ce que c'est qu'une onde. Alors, je vous avouerai que la définition d'une onde n'est pas si évidente que cela. Certains, par malice, répondent qu'une onde, c'est tout simplement la solution d'une équation d'onde. Alors, on pourrait leur répondre qu'il faudrait déjà définir ce que c'est qu'une équation d'onde. Certains répondent qu'une onde, c'est évident, c'est quelque chose qui se propage. Or, justement, dans le chapitre suivant, nous montrerons que ce qu'on appelle une onde stationnaire est quelque chose qui ne se propage pas. Alors, après quelques instants de réflexion, nous nous convaincrons très rapidement que ce que l'on appelle une onde, c'est un phénomène, une vibration, un signal qui va faire intervenir ce que l'on appelle un couplage spatio-temporel entre deux grandeurs physiques. Je donne un exemple très simple. Ce qu'on appelle l'onde électromagnétique, c'est le couplage spatio-temporel, alors, via les équations de Maxwell, entre le champ électrique et le champ magnétique, et ça forme de la lumière. Une onde acoustique, le son, c'est finalement le couplage spatio-temporel, c'est-à-dire le lien entre variation spatiale et variation temporelle, et bien entre eux, la surpression acoustique et l'onde et la vitesse de vibration des tranches d'air, pardonnez-moi. Maintenant on a dit cela, on va essayer de voir comment, dans ce chapitre, on peut construire progressivement une équation d'onde à partir d'un couplage d'oscillateurs. Autrement dit, comment on va pouvoir interpréter l'expérience qui est celle-ci, c'est de dire, si je prends un très grand ressort formé de plein de petites spires, eh ben, je constate que il peut y avoir une transmission de l'information, une propagation, alors, dès que la perturbation est créée. Et la question, c'est comment on passe d'un ensemble de spires parfaitement discrètes à un signal ondulatoire qui a l'air de se propager. Une autre façon de représenter ça, ça va être l'exemple d'une chaîne de pendules. Alors on imagine qu'on a une chaîne de pendules qui sont très très proches les uns des autres, et entre chaque pendule, il y a en fait une tige présentant une torsion, et comment en fait la perturbation de la première va se propager aux suivantes. Et là on décèle une forme un peu sinusoïdale, un truc un peu bizarre, qui semble être un signal qui se propage. Donc il y a en fait les oscillateurs discrets qui sont ici, et puis le signal ondulatoire qui semble apparaître ici, pour peu que l'espace entre deux pendules soit finalement très très faible. Commençons donc par un petit rappel qui concerne la dérivée partielle. Je vous rappelle simplement que la dérivée partielle d'une fonction de plusieurs variables, c'est la dérivée, par exemple, d rond f sur d rond x. Ça sera de dire que je dérive f par rapport à x en maintenant y constant. De la même manière, je peux définir la dérivée de f par rapport à y en disant que je dérive cette expression-ci en considérant que x est une constante. Une fois que j'ai défini la dérivée première, je peux très facilement définir une dérivée seconde comme étant une dérivée de dérivée. Donc je pouvais définir par exemple la dérivée seconde de f par rapport à x que je noterai d2 de f sur d rond x2, d rond 2 de f sur d rond x2, et j'obtiendrai très naturellement y cube exponentielle xy. Je pourrais définir de la même manière d rond 2 de f sur d rond y2, et chose intéressante, c'est que maintenant je peux croiser les dérivées, en disant je peux dériver d'abord par rapport à x, puis dériver par rapport à y, mais je peux aussi dériver par rapport à y, puis par rapport à x. Dans ce qui nous concerne nous, en physique, on admettra que ces deux dérivations peuvent se permuter, c'est-à-dire que d rond 2 de f sur d rond y, d rond x, c'est la même chose que d rond 2 de f sur d rond x, d rond y. Ça porte un nom, ça s'appelle le théorème de Schwartz.
Passons maintenant de cette... essayons de construire une équation d'onde à partir d'un passage du discret au continu. On imagine une chaîne d'oscillateurs. Alors cette chaîne d'oscillateurs, c'est celle-ci, où on a en fait un ensemble infini, donc c'est pour ça qu'on parle d'une chaîne infinie, de ressort masse, ressort masse, ressort masse. On va s'intéresser essentiellement à ce qui se passe horizontalement. On oublie le poids, on oublie les réactions de la tige et ainsi de suite. On imagine que entre deux masses, il y a un ressort qui est de constante de raideur K, de longueur à vide L0, et qu'à l'équilibre, la position de la énième masse, ça soit xn équilibre. Et que justement à l'équilibre, l'écart entre deux masses, ça soit exactement la longueur à vide. Auquel cas, lorsqu'on va créer une perturbation, la position à l'instant t xn de t de la énième masse, ce sera sa position d'équilibre plus quelque chose qui sera l'écart à l'équilibre qui sera à n. Alors, à n étant une fonction du temps. Si j'écris l'équation du mouvement par la loi de la quantité de mouvement appliquée à la énième masse, je dirais que pour la énième masse, m fois l'accélération, ça sera m fois la dérivée seconde de xn, c'est-à-dire aussi m fois la dérivée seconde de an, et ça sera l'action du ressort de gauche plus l'action du ressort de droite. Alors il faut y réfléchir, l'action du ressort de gauche, c'est moins k fois, alors cette terme-là, moins k fois la longueur à l'instant t. Alors la longueur à l'instant t de ce ressort-là, c'est la position de celui-ci moins la position de celui-là. Donc c'est ça. Moins L0, et on fait un petit test, mais globalement, pour ce ressort-là, si le ressort est étiré, vous vérifiez, ça donne bien qu'on donne cette projection-là. Donc c'est en moins K, L moins L0 fois UX. Pour celui-là, ça sera en plus K, pour celui de droite, ça sera en plus K, L moins L0 fois UX. Alors il suffit de tester la formule en disant qu'est-ce qui se passe si le ressort est étiré et qu'est-ce qui se passe si le ressort est comprimé. Et on obtient cette expression-là, alors il suffit juste de changer les indices. Comme je connais l'écart entre xn plus 1 et xn, je peux l'écrire aussi sous la forme an plus 1 moins n. Pareil ici, et j'obtiens cette équation-là. Vous voyez que j'ai obtenu le mouvement de la énième masse qui dépend du mouvement de la n plus unième et de la n moins unième. C'est pour ça qu'on parle de couplage spatio-temporel, puisque le mouvement de la énième, temporellement, est lié à ce qui se passe à gauche et à droite. On a bien relié quelque chose dans le temps à quelque chose dans l'espace. Donc un gradient spatial finalement. Maintenant, on va essayer de voir comment on peut construire ce signal ondulatoire. Alors je vais reprendre cette petite photo qui est ici, en disant que, ici c'est des pendules, mais ça revient au même. Supposons que j'essaie de tenter de représenter le mouvement des différents oscillateurs par une seule grandeur qui va être un signal ondulatoire. Alors je vois qu'en fait, par exemple, si celle-ci c'est la énième, que ça serait un signal qui serait tel que la valeur de celui-là serait la valeur du signal, donc la perturbation de celui-là, ça serait la valeur du signal ondulatoire pointé à cet endroit-là. Dit autrement, supposons qu'on définisse une grandeur S, qui va être le signal ondulatoire, qui est au départ une fonction de x et de t. Alors ce signal ondulatoire, c'est quelque chose qui est continu dans l'espace. Et je vais simplement dire que pour passer du signal, du système discret au signal ondulatoire, je vais dire que la valeur AN, qui est la perturbation du énième oscillateur, c'est la valeur du signal ondulatoire pour x égale NL0, NL0 étant l'abscisse à l'équilibre de la énième masse. On va le dire différemment, le signal ondulatoire va être une fonction de l'espace et du temps qui, si on le pointe à l'endroit du énième oscillateur, donne bien la valeur de la perturbation à l'instant t. Alors, on va supposer dans toute la suite que l'on réécrive en fait donc cette équation-là. Donc si on la réécrit en remplaçant A par S, alors on va dire que M fois l'accélération. Alors vous noterez qu'on passe en fait d'une dérivée droite à une dérivée
partielle, tout simplement parce qu'on passe d'une fonction d'une variable à une fonction de deux variables. Donc m fois l'accélération égale k fois, alors pour an plus 1, eh bien c'est s en n plus 1 L0, pour an-1, c'est s en n-1 L0, et pour an, bah, c'est s en n0, nl0, virgule t. Et puis alors, là il faudra réfléchir, c'est un développement de Taylor. Si on suppose maintenant que, comme dans la photo qui était juste là, les différents oscillateurs sont très 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 proches les uns des autres. Alors vous savez qu'en physique, petit ça veut rien dire. Alors je vais quand même lâcher le morceau. Ce que je vais dire, c'est que je vais considérer tout de suite que l'écart entre deux oscillateurs est très petit devant ce qu'on va appeler très vite la longueur d'onde. Auquel cas, ça veut dire que pour l'onde, eh ben, le milieu est quasiment continu, puisque sur la distance caractéristique de variation de l'onde qui s'appelle la longueur d'onde, eh ben, elle ne voit pas ce qui se passe entre deux oscillateurs. Si je poursuis et que je fais un développement de Taylor, eh bien, je dis que la valeur en n plus 1, bah, c'est la valeur en n plus, alors je fais un développement spatial, donc je dis bah, s de x virgule t, alors je me place toujours à au même instant, donc je ne fais pas de développement sur le temps, je fais uniquement un développement sur l'espace, et je dis que s de n plus 1 L0, c'est s de nL0 plus, alors développement de Taylor, bah, l'écart L0 fois la valeur de la dérivée première à cet endroit-là, plus l'écart au carré fois la dérivée seconde. Je peux faire la même chose pour s en n-1 L0, virgule t. Et si j'injecte ça dans l'équation au-dessus, bah j'obtiens cette équation-là. Alors cette équation-là, on va la réécrire un peu différemment. On va donc écrire que la dérivée seconde du signal ondulatoire par rapport à x carré, moins quelque chose qui est un nombre positif, fois la dérivée seconde de s par rapport au temps, eh ben ça fait 0. Cette équation, c'est l'une des équations les plus connues de la physique. C'est ce qu'on appelle l'équation de D'Alembert. Alors le terme, vous pouvez y réfléchir, le terme m sur kl0 carré, il est homogène à l'inverse d'une vitesse au carré. On peut donc poser v égale racine de kl0 au carré sur m. Ça s'appelle généralement la célérité de l'onde. Alors beaucoup d'auteurs la notent aussi c. Et donc ça fait d rond de 2s sur d rond x2 moins 1 sur v carré d rond de 2s sur d rond t2 égale à 0. Alors pour l'instant j'ai utilisé le mot célérité parce que c'est le bon terme. Je ne voulais pas parler de vitesse. Ça va être dans ce cas-là la vitesse de l'onde, même s'il faudra préciser ce qu'on entend par le mot vitesse de l'onde. Mais on va dire célérité parce que c'est plus précis. Enfin, c'est homogène à une vitesse, mais on sait tout de suite pas ce que c'est qu'une vitesse. Conclusion, le signal S sera appelé le signal ondulatoire ou encore état vibratoire au point M et à l'instant T. L'équation précédente, c'est un exemple, parmi tant d'autres, d'équation d'onde, même si ce sera l'exemple qui apparaîtra le plus souvent dans le cadre du cours. Alors, je vous laisse réfléchir aux exercices suivants. Donc l'exercice suivant, c'est une chaîne de pendules. Donc on imagine en fait que l'on a un pendule de torsion. Donc imaginez en fait que vous avez une tige, par exemple ici, une tige ici, dont on connaît les moments d'inertie, elles sont toutes identiques. Et entre deux, on a ce qu'on appelle un fil de torsion, rappelez-vous, on a déjà étudié ça, c'est un fil qui va s'opposer à sa rotation. Alors on étudie un peu et on arrive à démontrer que si on étudie θ qui est l'écart à la position verticale, alors θn ça va être l'écart de la énième tige par rapport à l'équilibre, et bien à la fin, si on manipule tout ça, on arrive à démontrer que θ va être un signal ondulatoire qui obéit à la même équation. Alors je vous laisse regarder la démonstration que je fais, et je donnerai aussi un problème libre qui concernera totalement cela. On peut aussi considérer un autre exemple qui est ce qu'on appelle une chaîne de circuits LC. Alors c'est pas évident, il va falloir que vous passiez du temps à y réfléchir. On prend en fait une chaîne infinie où on a condensateur, inductance, condensateur, inductance, condensateur, inductance. Au départ c'est discret et je suis capable de définir IL-1 qui est le courant qui arrive ici sur l'ensemble CL à l'abscisse L-1A.
Pareil, IN, c'est ce qui arrive en fait sur CL en NA, et ainsi de suite. Et je peux définir UN-1, UN et UN plus 1, la tension des différents condensateurs. Si j'écris la loi des mailles et la loi des nœuds, alors il faut y réfléchir un peu, hein, donc loi des mailles, hein, loi des nœuds, et que je bidouille un peu tout ça, et ben j'arrive à démontrer à la fin que I et U, qui seront les signaux ondulatoires continus une fois qu'on est passé à la limite continue, donc une fois qu'on considère que petit a tend vers 0, eh ben, I et U vérifient une équation d'Alembert. Alors en fait, c'est finalement un modèle de propagation d'un signal électrique entre deux fils, par exemple, qui vont transporter le courant, ou dans une axone, ou un axone, je ne sais jamais comment on dit, dans l'influx nerveux. Je vous laisse regarder les détails de la démonstration. Et on arrive aussi à obtenir une célérité de l'onde. Maintenant que j'ai introduit cela, alors ce que je viens de vous donner en fait n'est pas le but de ce chapitre, c'est de voir comment on arrive à construire une propagation à partir d'une discrétisation. Le véritable cours commence maintenant parce que on va admettre qu'il existe maintenant quelque chose qu'on appelle une onde et on va essayer de manipuler cela. Donc on va commencer par dire qu'une onde c'est un signal qui dépend de l'espace et du temps. Et on va étudier un cas très simple, pas forcément simple, pardonnez-moi. On va étudier d'abord quelque chose qui s'appelle une onde qui progresse, qui se déplace, qui se propage. Donc onde progressive. Pour définir une onde, comme je l'ai dit en fait en introduction, eh bien, je vais dire qu'une onde c'est quelque chose qui naît du couplage spatio-temporel entre deux grandeurs physiques. Par exemple, vous voyez que dans le cas, vous pouvez vérifier que dans le cas de l'onde électrique qui était ici, on arrive à montrer que la variation spatiale du courant est liée à la variation temporelle de la tension et réciproquement. Alors, je peux introduire, parce que ça va être très utilisé en deuxième année, un opérateur qu'on appelle l'opérateur laplacien. Alors, vous n'avez pas à connaître l'opérateur laplacien en coordonnées sphériques et en coordonnées cylindriques, je me limiterai à ce qui se passe en coordonnées cartésiennes. Dans le cas d'une fonction f qui dépend de x, y et z, on peut définir un opérateur qu'on appelle le laplacien, qui dit que le laplacien de f, c'est la somme des dérivées secondes, somme des ronds de f sur des ronds x2, des ronds de f sur des ronds y2, et ainsi de suite. Les expressions en coordonnées cylindriques et en coordonnées sphériques ne sont pas à connaître, je les ai mis sur le cours, mais vous ne devez pas les connaître. Je les ai mis sur un cours sur le site. Alors, on va poser qu'un signal ondulatoire, c'est quelque chose qui va être une grandeur physique qui dépend de l'espace et du temps. Alors, si on est dans une onde quelconque, par exemple, elle va dépendre de x, y, z et t, donc de 4 variables. Et on va dire que l'exemple le plus emblématique d'onde, celle qui apparaîtra le plus souvent, parce que c'est la plus simple en réalité, c'est ce qu'on appelle l'équation de d'Alembert. Et elle dit que pour un signal ondulatoire, le laplacien de ce signal vaut 1 sur v carré fois la dérivée seconde par rapport au temps, où v est la célérité de l'onde. Alors encore une fois, cette chose est souvent aussi notée c ou v, alors elle est notée c ou v par les auteurs, c'est pour ça que souvent je fais des lapsus, pardonnez-moi. Elle est homogène à une vitesse, et on va voir que effectivement, c'est ce qu'on appelle la vitesse de l'onde quand on est un peu naïf, même si je ne sais toujours pas ce que c'est qu'une vitesse d'une onde. Alors, dans toute la suite, on peut définir un grand nombre d'ondes. Il y a plein d'ondes, et en fait, il faut faire attention au vocabulaire qu'on utilise. On peut définir d'abord des ondes, c'est ce qu'on va faire dans ce chapitre, qui seront scalaires, c'est-à-dire des ondes dont la grandeur physique n'est pas un vecteur. C'est typiquement le cas d'une tension, le cas d'une intensité, ça peut être aussi la surpression acoustique dans le cas du son. Et on peut définir aussi des ondes qui sont des ondes vectorielles, c'est typiquement l'onde électromagnétique sur laquelle vous avez passé beaucoup de temps en deuxième année, qui est un couplage entre le champ électrique et le champ magnétique. Par exemple, dans le vide, l'équation de propagation du champ électrique associée à la lumière, ça va être Laplacien vectoriel du champ électrique, moins 1 sur c carré des ronds de 2e sur des ronds t2. Dans toute la suite, sauf mention contraire, on va se limiter au cas des ondes scalaires.
On ne va pas compliquer les choses tout de suite. Et puis on peut aussi dire que notre onde, elle peut dépendre de x, y, z et du temps. Mais on va faire un cas simple, c'est qu'on va considérer ce qu'on appelle des ondes unidimensionnelles, c'est-à-dire que c'est une onde qui se déplace dans une seule direction. Et on va faire en sorte qu'elle se déplace selon ux. Et donc on va dire que dans ce cas-là, notre signal ondulatoire ne dépend ni de y ni de z, et donc le Laplacien se résume à uniquement d rond de 2s sur d rond x2. Dans ce cas-là, l'équation d'Alembert pour nous, ça sera d rond de 2s sur d rond x2 moins 1 sur v carré d rond de 2s sur d rond t2, à connaître par cœur. Revenons maintenant sur ce que l'on a dit avant, sur l'exemple dont je vous ai parlé. Je vais le refaire un peu différemment. Supposons que je prenne un nouveau modèle pour la propagation du signal électrique. Je vais prendre ce qu'on appelle une ligne bifilaire, c'est-à-dire une ligne composée de deux fils. Vous avez un premier fil, un deuxième fil. Vous imaginez un peu, c'est ce qui transporterait le courant entre un centre de production, une centrale nucléaire, et un centre de consommation chez vous. Alors c'est plus compliqué que ça dans la réalité parce que c'est un signal triphasé avec plusieurs câbles, mais on va pas compliquer les choses tout de suite. On va imaginer que ce câble, enfin cet ensemble de deux câbles, on va le modéliser en fait si on fait une version locale, eh bien on va pouvoir le modéliser comme ça, en disant qu'entre les deux câbles, par suite de la variation temporelle du courant et de la variation spatiale, de la variation temporelle et de la tension, vous avez des phénomènes à la fois d'induction, des phénomènes de capacité. Alors le fait qu'il y ait un champ électrique entre les deux câbles, ça fait que vous avez forcément des effets capacitifs. Et le fait que votre courant va dépendre du temps et que votre tension va dépendre du temps, ça fait que vous avez des phénomènes inductifs. Alors d'ailleurs ici c'est des phénomènes d'auto-induction. Et donc on va introduire une bobine. Et on introduit une capacité entre les deux câbles. Et on dit c'est comme on a considéré par exemple ce qui se passe entre x et x plus dx, ça veut dire forcément que la capacité elle est toute petite et l'inductance elle est toute petite. Et donc on va dire que la petite inductance elle est proportionnelle à la longueur dx avec un coefficient de proportionnalité qui est lambda, qu'on appelle la densité linéique d'inductance propre. Donc c'est l'inductance linéique par unité de longueur. Elle est bien sûr en Henry par mètre. De la même manière, pour ce petit bout-là, la capacité, elle est toute petite, et on va la noter delta C, et elle vaut gamma dx, et donc gamma, ça serait la capacité linéique du câble. Elle s'exprime en farad par mètre. Alors, on peut essayer d'écrire par exemple la loi des nœuds. Alors par exemple, si on l'écrit la loi des nœuds exactement à cet endroit-là, on dit que I de x plus virgule t devient I de x plus dx virgule t plus le courant qui arrive ici, et le courant qui va en fait vers le bas. Et le courant qui va vers le bas, c'est le courant qui traverse un condensateur. C'est sa capacité fois la variation temporelle de la tension. Mais attention, comme justement U dépend de x et du temps, il faut préciser que c'est bien une dérivation par rapport au temps. Et on fait une dérivation partielle. Je peux écrire cela un peu différemment. Je vois qu'en fait, en réalité, si j'écris I de x plus dx moins I de x, en fait, c'est la dérivée de I par rapport à x fois dx, ça s'appelle la différentielle, et ça vaut moins gamma dx d rond u sur d rond t. Alors vous voyez que c'est intéressant parce que cette équation-là, elle couple variation spatiale d'intensité et variation temporelle de tension. C'est ce qu'on appelle une équation de couplage, spatio-temporelle. Si on écrit la loi des mailles, on se convainc aussi très rapidement que si on écrit la loi des mailles ici, on dit que U de x virgule t, ça vaut U de x plus dx virgule t, plus la tension au bord de la bobine, c'est-à-dire lambda dx, d rond i sur d rond t, c'est-à-dire L d de i sur dt. Et on obtient encore une fois une équation de couplage qui lie variation... alors d'ailleurs ici il y a une petite coquille, il manque un dx. C'est moins d rond u sur d rond t, ou alors j'aurais dû en fait effacer le lambda dx. J'aurais dû écrire simplement lambda. Donc je corrigerai ça. Lambda dx, page 7. Je poursuis. J'ai donc obtenu les deux équations de couplage spatio-temporel. Et alors en fait c'est intéressant parce que maintenant si je les combine, alors j'ai détaillé ici, si j'essaie de calculer la dérivée seconde de u par rapport à x, alors en fait il faut dériver celle-là
et injecter l'autre. Et si je m'amuse à faire tout ça, ben j'obtiens bien l'équation de D'Alembert. Donc j'obtiens bien que la dérivée seconde de u par rapport à x, eh ben, ça me donne quelque chose qui est proportionnel à la dérivée de u par rapport au temps, dérivée seconde. Et je fais la même chose pour l'intensité. Donc j'ai bien démontré que u et i dans ce modèle-là suivent eh bien, ce qu'on appelle une équation de D'Alembert. Ce truc-là est anecdotique, c'est pour ceux qui ont des petites subtilités mathématiques. Modélisation de la ligne bifilaire, ok, c'est bon. Alors on peut donner un ordre de grandeur. Si on prend le cas d'un câble coaxial, alors c'est des choses qu'on utilise en TP, rappelez-vous. Un câble coaxial, c'est un ensemble de deux conducteurs métalliques concentriques cylindriques. Donc cylindrique concentrique. Et donc le centre, c'est ce qui est finalement ce qu'on appelle le cœur du câble. Et à l'extérieur, vous avez ce qu'on appelle la gaine, qui est généralement portée au potentiel zéro, parce que c'est la question de la masse et de la sécurité électrique. Alors, ce qu'on obtient dans ce cas-là, c'est que dans ce type de câble-là, ils sont ce qu'on appelle normalisés. C'est-à-dire que la valeur de lambda, elle vaut 250 nanohenry par mètre, et la valeur de gamma, elle vaut 100 picofarads par mètre. Si je mesure la valeur de la célérité dans ce cas-là, eh ben ça me donne 200 000 km par seconde. En fait, 200 000 km par seconde, c'est la vitesse du signal électrique dans ce genre de câble. C'est-à-dire c'est 2/3 de la vitesse de la lumière, ce qui est plutôt rapide. Alors, exercice 3 difficile, vous n'êtes pas obligé de le faire. Critique du modèle. Alors ce modèle, en fait, il est trop simpliste puisqu'il ne prend pas en compte les phénomènes résistifs. Alors, dans cet exemple-là, je vous mets en fait un phénomène, je vous rajoute des phénomènes résistifs. C'est un peu plus compliqué, essayez de le faire chez vous. Et on obtient des équations un peu plus compliquées. Alors, vous voyez qu'en fait, la dérivée seconde de u par rapport à x2, elle est proportionnelle à u plus la dérivée temporelle de u plus la dérivée seconde temporelle de u. Alors, grosso modo, ça devient très compliqué. Tout ça pour vous dire qu'en réalité, l'équation de D'Alembert, ce n'est pas la seule équation. C'est une équation qui est très simplifiée, qui permet de modéliser pas mal de choses, mais qui est, encore une fois, simplifiée. Et dans la réalité, les équations d'ondes sont beaucoup plus complexes. Maintenant que j'ai fait cet exemple-là, je propose d'aller vers quelque chose que vous allez devoir maîtriser par cœur, qui est la propagation d'une onde le long d'une corde. Alors je vous propose de faire une pause et nous continuerons juste après.